Bon, j'en profite pour évidemment remercier très très chaleureusement toute cette équipe d'organisation qui me permet enfin de revenir à Perpignan après de nombreuses années où je ne suis pas venu à Perpignan pour une raison très simple. Visa tombe au plus mauvais moment pour les universitaires parce que c'est la semaine de la rentrée. Arles, ça va parce qu'on arrive à trouver un petit trou, mais c'est la catastrophe. Et enfin, comme je suis à la retraite, j'ai pu venir. Et en tout cas, merci de m'avoir associé. Ma proposition, c'est de parler un peu autour d'un livre que je viens de terminer, enfin finir, qui est sorti là au printemps, et avec pour titre, donc Inaperçu, invisible ou impensé, le photographe de guerre en ses images, puisque c'est un livre sur, donc je vais faire un peu de publicité, on y reviendra, mais bon, un livre sur les photographes de guerre, mais les photographes de guerre une génération particulière et assez contemporaine. Alors, je vais essayer d'élaguer un petit peu, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est une évidence, c'est un truisme évidemment. Celui qui est l'inaperçu de la photographie, c'est évidemment le photographe. Par définition, il suffit de regarder des photos de famille et le photographe n'est jamais là, ou rarement là, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai des films amateurs, parce qu'il faut regarder des films amateurs, il y a souvent des gestes en direction de l'opérateur, mais le photographe, c'est beaucoup plus rare. Donc, contrairement à d'autres dispositifs, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est-à-dire cette ligne extrêmement difficile à tenir, et j'aimerais en parler à la table ronde, cette ligne extrêmement difficile à tenir dans la photographie qu'on définira dans une pratique photographique, puisque la photographie a des dizaines de pratiques différentes, cette ligne extrêmement difficile à tenir entre l'inaperçu, l'absent, l'invisible, voire le caché. Voilà. Et c'est une ligne très difficile à tenir et que les photographes, pour beaucoup, s'interrogent sur cette question et la résolvent pas, un peu, mal, beaucoup, ça dépend desquels. Mais souvent, et les photographes de guerre, paradoxalement, je fais 2-3 petites citations, se posent cette question. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'ils aillent toujours jusqu'au bout de toutes les implications. Et c'était ce que je voudrais dire. Je dirais, il y a une ou deux remarques qui seront probablement vécues, mal vécues, peut-être un peu désagréables, parce que parfois, quand on renvoie des images, il y a des choses un petit peu désagréables que les chercheurs disent, mais je les ferai quand même. Donc, photographie avec photographe, un peu par définition, inaperçu, mais un photographe qui n'a cessé, durant toute l'histoire de la photographie, de contester son absence. À telle enseigne que le degré d'absence, d'inaperception, pardonnez le terme, ce degré d'absence ou d'inaperception peut permettre d'établir une forme de partage, d'analyse des grands domaines de la photographie. D'une part, une photographie que je qualifierais, pas du tout de manière péjorative, d'ancillaire, dans lequel se place la photographie de presse aux côtés de la photographie industrielle ou technique, et qui va cultiver l'absence, tant que faire se peut. Et d'autre part, la photographie créative, d'expression, d'art, enfin, ça dépend, qui, au contraire, va cultiver la présence. C'est évident. Ce partage laisse toute une série de zones mixtes, le portrait, une forme hybride de présence-absence, particulièrement intéressante, et va laisser place à ce que j'appellerais deux types d'ambiguïté. L'une, c'est ce que j'appellerais la colonisation, et l'autre, la reconquête, pour employer des termes très connotés. La colonisation, il y a deux catégories d'acteurs qui vont recoloniser ou qui vont rechercher cette ambiguïté, ce travail sur présence-absence. Ce sont par exemple les photographes plasticiens qui travaillent sur les images trouvées.
où là, il y a une ambiguïté présence-absence, ou des conservateurs qui inventent de l'art dans les pratiques les plus techniques, hein, l'astronomie, la métallurgie, la botanique, qui ont donné lieu à des expositions dans des musées d'art. Donc ça, c'est la colonisation, donc on parle des reconquêtes. Et les reconquêtes, c'est ce dont je voudrais parler ici un petit peu. Les reconquêtes, c'est ce qu'en anglais on appelle agency, agentivité, par des photographes de reportage, et là je parlerai peut-être un peu plus de photographes de guerre, qui tentent de reprendre le contrôle sur leurs images en devenant des auteurs. Voilà. Donc, si la photographie possède cette tendance épistémique à gommer l'énonciateur, une lecture plus historique montre des contours extrêmement mouvants et surtout dynamiques. Et je crois que l'on peut dire, c'est une des choses qui me semble importante, que l'invisibilité du photographe est une donnée historique. Ce n'est pas simplement une donnée, comme je disais au départ, disons technique, et qui plus est, c'est un enjeu de l'acte photographique. Alors je vais regarder ça aujourd'hui sous 3 angles. Le premier sera un peu sémiologique, premier axe, un second plus sociologique et enfin un axe politique. Voilà. Le tout informé par, et alors là, je fais de la pub, voilà, le cas que j'ai sorti, qui s'appelle, et là, évidemment, ça fait débat, Les Conquérants de l'inutile, titre que j'ai volé au très grand alpiniste Lionel Terray, et qui me semble poser toute une série de questions sur la pratique photographique. Donc le premier, sémiologique, c'est une observation de la disparition, ou plus exactement de l'abolition de l'énonciateur dans ces images. Le second axe sociologique, je propose de voir cette disparition compensée en quelque sorte par l'émergence du photographe qui est absent de ces images ailleurs, et en particulier dans la sphère publique. Certains photographes, évidemment, on ne peut pas généraliser. Et le troisième axe, plus politique, qui est une petite liste de comment les photographes développent des stratégies pour définir et regagner un pouvoir sur leurs propres images. Il me semble être un des grands enjeux. Alors, le premier point, l'invisibilité. Je parlais des photographes de guerre. Le photographe de guerre absolu est un photographe de guerre. La photographie, je dirais, de guerre est une photographie sans photographe. C'est-à-dire que, évidemment, c'est là où peut-être on voit le moins le photographe. Et cette absence, si vous voulez, il y a quelques... Je m'étais dit, je vais faire une petite recherche rapide. J'ai trouvé une photo où on pouvait un peu voir le photographe, qui est cette photo de Ashley Nielsen, où le regard, mais c'est très très rare de voir des regards même en direction du photographe qui désigne l'opérateur. Là, on a un petit regard, mais c'est extrêmement rare. Hein. J'ai refait un balayage dans mes archives, je peux vous dire, il y en a vraiment très très peu. Pourquoi? Parce que la photographie de guerre est une forme de guerre ou de conflit, hein, est une forme extrême de la photographie de constat, et j'emploie ce terme volontairement pour englober toutes sortes de pratiques. Et d'ailleurs, les photographes qui réfléchissent beaucoup sur leurs pratiques, ils sont nombreux, mais en particulier Luc Delahaye, qui a dit des choses là-dessus tout à fait intéressantes, qui a pris à bras-le-corps cette question, et je vous recommande son interview dans Art Press, qui est très très intéressant, où il parle de la nécessité, au début de sa carrière, de considérer que son absence était une forme d'ascèse nécessaire. Il fallait sortir de soi, hein, et que c'était inévitable. Je vais le citer, là, il parle de la dépersonnalisation. J'ai longtemps recherché, peu après mes débuts comme photoreporter, j'ai compris confusément que c'était la première chose que devait expérimenter le photographe, la première question qu'il devait se poser avant d'affirmer sa position dans le réel, c'est-à-dire la dépersonnalisation, la disparition du photographe. Une photographie modeste, dit-il,
marquée par la disparition comme prise de distance radicale. Alors, dans la photographie de conflit, pourquoi est-ce que ça se passe? Eh bien, évidemment, parce que le sujet, par sa force, efface l'énonciateur, le rend d'une certaine façon secondaire. Il est donc, ce photographe, plutôt inaperçu qu'invisible, car la force du signifié fait oublier la forme du signifiant au spectateur et ils sont happés. Enfin, dans la photo de guerre, on est happé, on est dans une sorte de fenêtre pour voir le monde, on est entraîné dans ce monde-là. Mais il ne faut pas oublier que la photo de guerre est quand même faite par des photographes. Et ici, on a zoom arrière, le très grand photographe de guerre James Nashway et d'autres camarades derrière en Afrique du Sud. Voilà, hein, donc cette photo, ce contre-champ est toujours très intéressant, il y en a quelques-uns. Et ici, c'est Ruben Salvatori, qui est un Italien qui a fait tout un travail sur les coulisses de la photo de conflit, avec tous ces photographes qui attendent que ce garçon balance quelques cocktails Molotov, et puis il les rebalance, et les rebalance, et les rebalance, et ils sont tous là à faire des photos. Alors c'est même tellement vrai que c'est aussi vrai dans une de ces fameuses photos qui a été coupée, la fameuse photo de la Fiona Palm, hein, dont on a coupé le photographe à droite, hein, et voire même coupé au niveau du panneau, de façon à... Là, il y a le photographe qui était en train de recharger son appareil, et vraiment, ça, comme on dit, ça ne le faisait pas. Voilà, donc c'est cette négation de l'opérateur, c'est quelque chose qui est très vital, qui est très fondamental, et on le voit d'ailleurs chez les photographes qui vont se mettre de temps en temps à utiliser soit des prises de vue un peu automatiques, soit Delahaye il a fait des photos comme Walker Evans, il a fait des photos dans le métro, un peu automatiques. Il y a des gens qui vont utiliser des photos de caméra automatiques, des images de Google View, voilà, etc. Enfin bref, des photos de photomatons aussi. Il a fait un bouquin avec des photos de sans-abri faites dans des photomatons. Donc c'est vraiment une question que se pose le photographe, en particulier sur ce terrain-là. Et c'est un des points extrêmement importants sur lequel je vais revenir, mais je ne voulais pas en parler tout de suite, mais je pense qu'il faut que je le dise des fois que si le coup près est tombé trop tôt, je ne l'aurais pas dit, parce que là, il est déjà en 15 minutes. Toute la question, et j'aimerais qu'on en parle tout à l'heure, en particulier avec un professionnel du reportage, toute la question qui se pose dans ces conditions extrêmes de la photo de conflit et de la photo de guerre, c'est quel est le droit que j'ai d'être là? Quel est mon droit d'être là? Au nom de quoi j'ai le droit de voir ça? Ce que je ne devrais pas voir. Enfin, c'est quelque chose que aucun être humain ne devrait pouvoir voir ça. Et pourquoi moi j'ai le droit d'être là? Et c'est donc très profondément lié, même si on ne me voit pas, même si personne ne me regarde. Voilà. Et ça, je crois que c'est la question du témoin. Or, qui dit témoin, pour être témoin en photographie, il faut à minima voir. C'est le minimum. Donc il faut être près de l'action. Alors cette fameuse maxime, vous savez, de Robert Capa, enfin ceux qui connaissent la photographie, si la photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez près. Oui, bon alors moi je me méfie toujours des aphorismes, parce que je ne comprends pas toujours ce que ça veut dire, mais celui-là il a le mérite de la clarté. C'est-à-dire que pour porter témoignage, il faut être là. Ça, c'est pas le cas des autres, mais le photographe, il faut qu'il soit là. Mais attention, il faut être à la bonne distance, parce que trop près, on voit rien. C'est Fabrice à Waterloo, hein, on connaît tous ce grand moment Fabrice à Waterloo, c'est-à-dire que quand on se perd dans le détail, et certains photographes vont vers le détail. Alors, je n'arrive pas à montrer l'horreur, donc je me concentre sur des détails, des bouts de machin. D'ailleurs, j'ai vu encore une photo absolument terrible d'une main en Ukraine, une femme morte avec des clés, le trousseau de clés qu'elle a lâché, et le détail sur le trousseau de clés, le porte-clés est un drapeau européen. Voilà, donc le détail. Mais parfois le détail est intéressant, parfois le détail
perd. Donc il faut toujours trouver, parce qu'à force de voir, hein, on parlait de... à force de voir, on n'y voit plus rien. Voilà. Donc c'est trouver la bonne liste. Et donc, il faut cesser d'être un inaperçu, cesser d'être mais en même temps, il faut ne pas trop se mettre en scène. Et d'ailleurs, quand on parle aux photographes, moi j'ai fait des travaux d'interview de photographes de guerre américains, hein, exclusivement, mais ça c'était pour des raisons, je dirais, épistémologiques, mais bon, c'est vrai de plein de gens. Les photographes vont parler de l'accès au sujet. Hein, ils ne vont pas forcément parler d'autre chose, mais ils vont parler, d'ailleurs, ils vont peu parler, et c'est une question que vous poserez tout à l'heure aux professionnels, ils parlent peu spontanément de technique, ils parlent peu spontanément de choix visuels, ils parlent peu spontanément de fabrication de l'image, alors que c'est des débats que vous pouvez avoir avec d'autres photographes. Mais cela, c'est très difficile. Il faut vraiment les pousser au retranchement pour parler technique. Par contre, ils parlent accès au sujet. Accès au sujet. Donc c'est bien que ce rapport-là est extrêmement important. Et je ne pense pas du tout que ce soit de quelque manière pour contextualiser des images. Je pense que c'est parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Donc, alors, comment renverser l'inaperçu? Comment renverser l'inaperçu? Alors oui, ça c'est la photo juste avant Napalm Girl. Hein, vous voyez, on est au cinéma. Donc tous les photographes sont là, et puis ils regardent Napalm tomber, et puis après ils vont aller voir ce qui se passe et faire des photos. Ça c'est la photo que Nick Luth a faite juste 10 minutes avant. Voilà. Alors comment faire? Eh bien, une des méthodes, pas forcément la meilleure ou la bonne, c'est de renverser l'inaperçu et de faire du photographe un héros. L'héroïsation du photographe. Et ça c'est quelque chose que j'ai en particulier regardé d'un peu près. Donc, pour retourner cette invisibilité, en faire un héros. Alors, héros dans le sens, attention, technique. Hein. Pour moi, c'est vraiment la technique et fonctionnelle de la théorie des récits. C'est pas nouveau. Ça date des origines de la photographie. Hein. Alors là, je vais très très vite, hein, parce que je vois qu'il y a 16 minutes, donc c'est pas nouveau, mais je dirais que ça s'est renforcé, et il y a toute une partie des photographes qui vont, au fond, compenser cette absence dans leurs images par la construction d'un personnage social, l'accession à un statut de personnage qui passe par les autobiographies, des biographies plus ou moins géographiques, des interviews données à des magazines, des interventions publiques, et même le cinéma qui a été très friand du personnage du photoreporter. Alors, je vais taper un peu, là, je vais vous montrer des photos d'une personne que j'aime beaucoup, qui est une très très grande photoreporter, mais qui est pour moi l'exemple type du photoreporter qui a été héroïsé. Je vais vous montrer 3 exemples. Je ne lui veux aucun mal, mais bon, voilà, c'est Lindsay Addario qui, voilà, hein, ici avec Don McCullin, c'est People, etc. Même Visa pour l'image, c'est quand même un tout petit peu, voilà, quand on pense que Cartier-Bresson ne voulait jamais se faire photographier, son image ne devait pas exister, et puis, bon, voilà, vous savez, là, j'ai relevé ses aventures, et puis, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui est un petit peu compliqué, c'est Yann Morvan. Ouais, d'accord. Bon, donc j'ai retrouvé ces images qui sont, vous voyez, le personnage haut en couleur, voilà, avec toute une série on peut faire des figures classiques. Alors il y a le moine soldat, le héros romantique, le casse-cou, le bon vivant, le baroudeur transgressif, tout ça. Hein. Et alors le Vietnam a été décrit, moi j'ai travaillé un peu sur les textes du Vietnam, autour des photographes, c'était le Far West, et c'est décrit comme le Far West. Alors moi je m'en fiche d'avoir c'était en vrai ou pas le Far West, mais c'était vraiment décrit comme... Et bon, voilà. Donc, évidemment, on va regarder les modèles, et les modèles qui se sont construits, c'est des gens comme Capa, ou Una Shui, enfin bon,
Ça, c'est l'aventure. L'exigence morale, c'est des gens comme Eugene Smith. Hein. Là, on va plutôt aller vers l'exigence morale. Et si c'est plutôt le côté militant, on va aller voir Philip John Griffith, par exemple, et quelques images iconiques. Voilà. Donc, c'est ça. Ce sont les modèles qui permettent de sortir de cette difficulté, de cette ambiguïté, qui est que je n'y suis pas, et pourtant, il faudrait quand même que j'y sois. Il y a quand même quelque chose là. Et les modèles émergent aussi dans le corps. Dans le corps douloureux, hein, le corps marqué, le corps meurtri, le corps blessé du photographe. Hein. Les photographes ont beaucoup de mal à reconnaître qu'ils sont, je ne sais pas comment on dit en français, PTSD, mais enfin, donc, qu'ils ont un syndrome post-traumatique. Pourquoi ils ont, alors qu'ils y sont probablement aussi plus soumis que les autres? Eh bien, parce que avoir ce symptôme-là, c'est aussi j'ai été là, et c'est vrai, ça s'est imprimé comme une photo dans ma chair. Donc il y a vraiment quelque chose de psychanalytique là, dans cette résistance à la reconnaissance. Voilà, alors, il faut absolument que je passe parce que j'aurais plein de trucs à dire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est une des possibilités, c'est l'héroïsation. Et puis l'autre possibilité, eh bien c'est, et ça c'est l'axe sociopolitique, c'est remettre de l'inaperçu dans le champ, regagner une agentivité, tout en retrouvant une place honnête et une juste place. Et n'oublions pas que une des agences mythiques comme Magnum s'est créée justement pour regagner de l'agentivité sur les images, c'est-à-dire contrôler la manière dont que mes images ne soient pas simplement de la matière première, mais contrôler l'utilisation de l'image pour une raison très simple. C'est que moi, je suis le garant de la validité, de l'honnêteté, de l'authenticité de l'image. Parce que l'image peut être truquée, non mais moi je suis garant, c'est moi qui suis garant. Donc forcément, il faut que, quelque part, mon capital d'authenticité voyage avec les images. Donc, eh ben, ils essaient de réinjecter. Alors, je vais pas malheureusement passer tout c'est la fin, voilà. Donc, mais il y a des tas de choses qui se font. Le projet documentaire au très long terme. Allez, Linda Dario, là, je la rachète, et qui va travailler sur les conséquences des conflits, plutôt que sur le conflit lui-même. Et là, vraiment, elle peut vraiment aller de l'avant. Vous voyez, les chambres, photographie des chambres, des gens qui sont morts au combat. Morvan, il a fait les champs de bataille. Hein, voilà, donc c'est après la bataille, des livres qui expliquent, des livres plus réflexifs, voilà, des livres d'auteurs, etc. Donc, et le dernier grand livre d'auteur, c'était celui qui est sorti de Gilles Pérez, très discuté, très discutable, mais qui sont des tentatives de regagner de l'agentivité et qui sont des tentatives de dépasser cette inaperçu. Et je vais donc conclure ici pour dire que le reportage de guerre ou de conflit, c'est vraiment, alors on pourrait dire une hyperbolisation, peut-être même une hypostase de la photographie dans son rapport au réel, qui oscille entre un message sans messager et un messager sans message. Et c'est exactement ces questions-là que pose le colloque, hein, l'inaperçu entre invisibilité et impensé. Et face à un certain échec de l'invisibilité, face à un certain échec de l'inaperçu, comme le dit Delahaye, Henri Cartier-Bresson est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Maintenant, les autres, ils se tapent, ils ne peuvent pas aller plus loin. Eh bien, les photographes contemporains ont fait le choix de penser l'impensé, cesser de laisser le photographe dans sa position d'inaperçu, mais c'est difficile, hein, on est quand même un peu dans une forme d'aporie éthique, et je veux dire que le risque est grand de ne plus voir que lui ou elle, plutôt que ce que lui ou elle a montré, et c'est une ligne difficile que je pense un festival de photojournalisme auquel un festival de photojournalisme est en permanence confronté. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on? Du photographe ou de ses photos? Et ça, c'est extrêmement difficile, et c'est la question justement de l'impôt. Voilà, merci.